me retrouve dans cette situation quand j'ai, je pense, 16 ans. Totalement stressé, j'avais peur, totalement perdu, je perdais ma confiance en moi. J'avais peur que le public, ma famille dans le public le voit, j'avais peur que mon entraîneur me crie dessus. Je voulais pas que mon entraîneur me fasse rentrer sur le terrain. Je faisais en sorte de ne pas recevoir la balle pour dire comment ça allait loin. Et c'était très compliqué pour moi. L'émotion, quelle qu'elle soit, c'est toujours de l'énergie. Vers où est-ce que tu décides de diriger cette énergie? On veut pas lutter contre nos pensées, on veut lutter contre notre adversaire. Ça, c'est important. C'est avec cet état d'esprit que tu pourras performer. La relaxation, en fait, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Souvent, effectivement, les gens ils disent que la méditation, c'est ne penser à rien. C'est tout l'inverse. Je t'avais demandé ce que tu pensais des affirmations positives. Je suis tout à fait en opposition à ça. Je pense que Ça ressemble pas mal à la philosophie des Stoïciens. T'es assez familier de ça? Il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. C'est assez normal et naturel de ressentir de la tristesse quand ta mère meurt. Bienvenue à tous sur le podcast Croissance, le podcast où j'interviewe des experts et passionnés sur les thèmes du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Dugény, psychologue du sport et préparateur mental. Il est également l'auteur de 4 livres et du blog sportmental.fr. Dans cet épisode, nous allons discuter de son parcours, de l'importance du mental dans la performance, les méthodes qui fonctionnent pour se forger un mental d'acier et celles à éviter, comment gérer la peur, le stress et encore bien d'autres choses. Je vous souhaite à tous un bon visionnage ou une bonne écoute. Du coup, voilà, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais. Ok. Alors du coup, il faut savoir que Ziad et moi, on a été mis en contact, on va dire, sur un groupe qui s'appelle du coup l'Iliade, qui a été créé par un YouTuber qui s'appelle Paolo Z. Et du coup, ouais, j'ai fait un post pour me présenter sur ce forum, on va dire. Et du coup, c'est via ça que on s'est connu avec Ziad. Du coup, je pense que je vais essayer de reprendre plus ou moins, en tout cas, la structure de ce post, parce que du coup, ça m'avait permis de bien mettre au clair mes idées à l'écrit, parce qu'à l'oral, c'est toujours un peu plus compliqué de structurer sa pensée. Donc bon, je vais essayer de reprendre plus ou moins ce post, même si je vais sûrement oublier certains passages, mais en tout cas, si tu veux approfondir sur des points, Ziad, n'hésite pas. Ok. Alors, par où est-ce que je vais commencer? Ah oui, voilà, je pense que c'est par là que j'ai commencé. Je pense que on était en 2015 ou 2016 peut-être, lorsque du coup je faisais du basket. Moi j'étais à ce moment-là en deuxième année de U17, donc deuxième année cadet pour ceux qui connaissent, qui font du basket. Et donc je jouais en U17 départemental, donc tout se passait plutôt bien à ce niveau-là. Mais durant cette année, j'ai aussi été surclassé en U20 région, donc U17 départemental, donc les moins de 17 ans départemental, et les moins de 20 ans régional. Il y a un vrai gap, quoi, entre ces deux niveaux. Donc en gros, j'étais dans une équipe pas nulle, mais avec un niveau modeste, quoi, et une équipe avec un niveau largement supérieur. Et sachant aussi que du coup, dans cette équipe U20 régionale, j'étais surclassé, c'est-à-dire que j'avais pas l'âge normalement d'être dans cette équipe. Donc ouais, c'était très compliqué pour moi. Bon, alors à l'entraînement avec les U20, ça allait quand même, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Mais en match, là, j'étais totalement perdu, je perdais ma confiance en moi, j'étais totalement stressé, j'avais peur. Et ça se voyait, hein, les autres, mes coéquipiers, ils me disaient, mais pourquoi tu joues pas comme à l'entraînement? T'arrives pas enfin, ça se voit que t'es stressé, que t'as peur, que t'as un manque de confiance. J'avais peur que mes coéquipiers le remarquent, mais ils le remarquaient forcément parce que ça se voyait. J'avais peur que le public, ma famille dans le public le voit. J'avais peur que mon entraîneur le voit et que mon entraîneur me crie dessus à chaque erreur que je puisse faire. En fait, j'étais sur le terrain plutôt pour éviter de montrer mon incompétence, donc éviter de perdre la balle, éviter de rater des choses, plutôt que pour montrer ma compétence. Et même en fait, quand je rentrais sur le terrain, alors déjà c'est particulier, mais je voulais pas que mon entraîneur me fasse rentrer sur le terrain. Ah ouais. Et ensuite, lorsque j'étais sur le terrain, je me cachais un peu. En tout cas, en attaque, je faisais en sorte de ne pas recevoir la balle pour justement éviter de montrer mon incompétence. Donc voilà, pour dire un peu comment ça allait loin. Mais de base, t'étais quand même talentueux, on va dire. Si t'as été surclassé, c'était quelque chose que tu méritais quand même. Tu t'es pas retrouvé là par hasard. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que et j'ai toujours un certain talent. Mais après, enfin voilà, c'est sûr que le niveau était quand même il était pas faible, quoi. Et du coup, je pense que j'étais en dessous de la moyenne du niveau de la catégorie. Ok. Mais après, c'est pas non plus étonnant par le fait que j'étais surclassé. Il fallait que je m'adapte à ce nouveau niveau, quoi.
Donc ouais, je me retrouve dans cette situation quand j'ai, je pense, 16 ans. Euh, donc ensuite de l'eau coule sous les ponts. Donc bon, toute l'année c'est comme ça, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Par contre, bon, je progresse quand même énormément sur cette année et en U17, du coup départemental. Bon là, j'écrase tout parce que j'ai clairement progressé durant cette année et que il y a vraiment une différence entre les deux niveaux et c'est très ou trop facile pour moi. Euh, et ça aussi, ça me permet ouais, en tout cas, que ma confiance ne coule pas trop, enfin, ne s'écroule Hmm. pas, quoi. Euh, donc ouais, ça c'est quand on est en 2015 à ce moment-là, ou 2016 peut-être. Donc ensuite, je grandis un peu. Dans la région, je joue en senior. Donc là, ça va mieux parce qu'il y a une moins grande différence de niveau entre mon niveau et le niveau de la poule du championnat dans lequel je joue. Euh, mais ça m'arrive toujours d'avoir ce manque de confiance et ce, cette peur, cette appréhension. Après, je pense qu'il y a un niveau d'appréhension minimum, on va dire, que tous les sportifs ont et connaissent. Mais je pense que je suis quand même encore au-dessus de la moyenne à ce moment-là et peut-être un peu un reste de ce que j'avais pu vivre par le passé qui revient un peu, en tout cas, peut-être pas à chaque compétition, mais très fréquemment. Et en même temps, à côté de ça, du coup, quand j'étais en terminale, donc un peu comme tout le monde, je pense, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire plus tard en fait? Et moi, j'en Hmm. savais rien. Et un peu par ego, je pense, je voulais aller en faire des études de droit parce que voilà, il y a un peu ce prestige de faire du droit. Et aussi, je me sens que ma mère, elle m'a dit, ouais, t'es sûr que tu vas aller en droit? Je sais pas si tu vas réussir, etc. Et du coup, je voulais un peu lui prouver qu'elle avait tort. Ouais. Euh, mais en tout cas, sur les conseils de ma mère, j'ai démarré un accompagnement privé en orientation. Donc pas avec le psychologue de l'éducation nationale du lycée, pas avec le conseil d'orientation pour ceux qui utilisent encore l'ancien terme, Ouais. mais avec une personne qu'on est allé chercher du coup dans le privé quoi. Et donc avec elle, j'ai fait 4 séances et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai appris à beaucoup mieux me connaître, à savoir qui j'étais, à prendre plus confiance en moi, à augmenter mon estime de moi. Et vraiment, c'était utile et j'ai beaucoup grandi et appris sur moi. Ce qui est ressorti de ça, c'est que ce qui était le plus adapté pour moi au niveau des études supérieures, c'était de faire une fac de psychologie pour Ok. devenir psychologue. Alors à ce moment-là, je savais pas encore je connaissais même pas encore toutes les spécialités dans la psychologie. Je savais pas si j'allais m'orienter vers la psychologie sociale, la psychologie du travail, cognitive, etc. Mais en tout cas, c'était le cerveau humain et le fonctionnement humain qui m'intéressait. Donc ouais, je me suis orienté là-dedans et donc ouais, ça m'a fait gagner en confiance en moi ou plutôt pour utiliser les vrais termes, en estime de moi. Mais ma confiance en moi dans le basket, elle n'avait pas particulièrement augmenté avec cet accompagnement. Mais pourquoi, c'est quoi la différence que tu fais entre Ouais. estime de soi et Ouais. confiance en soi? Alors, l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Ok. Est-ce que je pense que je suis un être humain de valeur, entre guillemets? Et la confiance en soi, c'est toujours relatif à un domaine. Donc, confiance en soi, est-ce que j'ai confiance en ma capacité à faire un bon dessin ou à bien jouer au basketball? Ça peut même être plus spécifique. Est-ce que j'ai confiance en moi dans ma capacité à tirer un 3 points au basketball? Voilà. Est-ce que Ok, c'est ok. clair? Ouais, super clair. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que... Non, je vois totalement. Merci Ok. pour ce point Ok. d'éclaircissement. Euh, donc ouais, donc j'ai fait ça en 2017. Donc là, je commence donc aussi en psychologie, dans les études de psychologie, ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle la sélection à la fin de la troisième année, et c'est une sélection qui est vraiment très dure. Pour le Euh, master, c'est ça? Exactement. Mhm. Entre la L3 et le Master 1, il y a une sélection qui se fait. Et là, il y a vraiment énormément d'étudiants qui sont laissés sur le carreau, j'ai envie de dire, et qui passeront jamais la sélection et qui devront se réorienter vers autre chose, ou alors redoubler pour retenter de repasser la sélection. Mais ouais, souvent ils devront se réorienter vers autre chose parce qu'avec une licence en psychologie, on fait pas grand-chose pour ne pas dire rien.
Euh, donc il y a cette épreuve qui je sais m'attend. Et donc je me dis que ok, pour favoriser mes chances de pouvoir être accepté dans un master, il faut que je me spécialise dans une voie et que je fasse tout pour m'améliorer dans cette voie et pouvoir avoir la chance de postuler dans un master en lien avec cette voie et augmenter mes chances d'être pris. Donc je me dis ok, il faut que je choisisse ma voie. À ce moment-là, je suis entre les vacances entre la licence 2 et la licence 3. Et donc je réfléchis et je regarde un peu toutes les branches qui existent dans la psychologie, les masters, etc. Et je vois du coup que il y en a pas beaucoup, mais il existe en tout cas en France un master en psychologie du sport. Alors du coup je me renseigne là-dessus mais je me dis que ok, mais après si je suis psychologue du sport, est-ce que j'arriverai à trouver du travail, parce que bon c'est pas très courant d'être psychologue du sport, quoi, et ça risque d'être compliqué. Mais je me suis dit que j'allais plutôt écouter mes valeurs et mon courage plutôt que ma peur de ne pas trouver de travail après. Et je me dis en même temps que c'est peut-être un domaine qui va se développer entre temps, etc. Donc malgré ma peur de peut-être ne pas réussir à trouver du travail dans ce domaine-là, je décide de me spécialiser à fond là-dedans. Et donc je crée mon site internet, donc sportmental.fr, où je partage ce que j'apprends sur la psychologie du sport. Donc oui, à ce moment-là, je me plonge à fond dans l'univers de la psychologie du sport et de la préparation mentale pour les sportifs. Et je partage sur mon blog tout ce que je peux découvrir et tester sur moi-même. Euh, Mais je sais donc à pas ce si... moment-là, Ouais. tu continues de jouer au basket? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai jamais arrêté. Malgré les difficultés que j'ai pu traverser, j'ai jamais arrêté de jouer au basket. Et c'est aussi ça qui m'a permis du coup de tester un peu tout ce que je peux trouver. Donc j'ai fait énormément de choses, hein. J'ai testé j'ai fait énormément d'exercices par moi-même. Ce qui est pas forcément la meilleure chose de faire tout par soi-même. Et même aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai en psychologie du sport, si jamais je voudrais progresser sur le plan mental de mon jeu, je pense que je prendrais un psychologue du sport ou un préparateur mental pour avoir une personne extérieure qui puisse Mhm. avoir un avis sur ma situation. Mais ouais, j'ai fait énormément de choses. J'ai testé beaucoup d'images mentales, d'auto-affirmation positive, de méditation de pleine conscience, beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, je fais presque plus que de la méditation de pleine conscience. Peut-être qu'on pourra revenir plus tard sur tout ça. Mais en gros, le truc, c'est que j'ai découvert du coup. Bon, alors je vais rentrer dans des termes techniques, mais c'est pas grave. J'ai découvert en premier la préparation mentale comme tout le monde la pratique, c'est-à-dire orientée vers la deuxième branche des thérapies cognitivo-comportementales, donc les techniques centrées sur le contrôle des émotions. Donc c'est pour ça que je parlais par exemple de techniques comme de la relaxation ou du discours interne. Donc discours interne, c'est changer son discours interne négatif en un discours interne positif. Donc c'est-à-dire que remarquer que si je suis en train de me dire ah je suis nul, je vais pas réussir, se dire ok je suis trop fort, j'en suis capable. Et donc ça c'est un des trucs qu'on voit le plus avec la relaxation lorsqu'on commence à s'intéresser à la préparation mentale. Euh, alors je vais essayer de mâcher mes mots, mais en tout cas pour moi c'est pas la méthodologie la plus adaptée. Vas-y, tu peux y aller, hein, déchaîne-toi, enfin, dis les termes. Ok. Bon, alors pour moi c'est clairement pas la méthodologie la plus adaptée, parce que euh, au final qu'est-ce que c'est la confiance en soi? C'est croire en soi-même. Et lorsque on est en train de changer son discours interne, on est en train de se raconter des mensonges à soi-même. On sait au fond de nous-mêmes qu'on est nul, ou qu'on se juge ne pas avoir le niveau en tout cas, Mhm. mais on va se raconter des mensonges pour se faire croire qu'on en est capable. Et à ce moment-là, on est en train de créer une fissure en nous et de saboter en fait notre confiance en soi. Alors sur le court terme, ça peut être utile. Et en off, avant, on en parlait un peu, par exemple, je sais pas, d'un boxeur avant une compétition qui va un peu s'auto-hypnotiser ou se dire oui, j'en suis capable, je sais que je peux le faire. Mais alors sur le court terme, ça peut être utile et ça peut peut-être lui permettre d'être plus performant, de modifier son discours interne négatif vers un discours interne plutôt positif. Mais sur le long terme, il est juste en train de créer une fissure en lui-même et de saboter sa confiance en soi et son estime de soi, parce que il sait qu'il a besoin de se mentir à lui-même pour
pour avoir ce semblant de confiance, quoi. Ok. Bah, je pense, vas-y, on en reviendra en détail dessus juste après que t'auras fini voilà, ta présentation, enfin ton parcours plutôt. Ok, ok, Mais parce que j'ai vraiment pas mal de questions par rapport à ça. ok. Du coup, vas-y, Et, reprends et ton puis je idée. parlais aussi du coup de la relaxation. Euh, la relaxation, en fait, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. On s'occupe du symptôme, mais on s'occupe pas de la cause. Si vous êtes stressé, c'est parce que vous percevez que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire face au challenge qui vous attend. Et du coup, au lieu de jouer sur la perception que vous avez de vos ressources et de jouer sur la perception que vous avez du challenge, on va juste s'occuper du symptôme. Donc le symptôme, c'est le cœur qui bat plus vite, les mains moites, peut-être envie d'aller aux toilettes plus fréquemment. Bon, tous ces symptômes causés par le stress. Et donc ouais, on va prendre des profondes respirations pour activer le système nerveux parasympathique, je crois, et du Mhm. coup faire redescendre le rythme cardiaque, etc. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. On s'occupe du symptôme, mais pas de la cause. Et une fois qu'on aura fini notre relaxation, ok, on va se sentir plus détendu, mais vu qu'on n'aura pas joué sur la cause et qu'on aura toujours cette perception de ne pas être à la hauteur, les symptômes ils vont revenir au bout de 5 minutes. C'est un peu ce que j'ai toujours pensé par rapport à, tu vois, à la dépression ou à ce genre de truc. C'est que j'avais l'impression que justement, on traitait les symptômes, bah justement, avec des anxiolytiques, par exemple, pour, bah, je sais pas moi, du Xanax pour que tu te sentes détendu, etc. Et ensuite, bah voilà, on règle pas les problèmes de fond, alors qu'en vrai, en général, les personnes qui sont dans un mal-être profond, elles ont des causes que je penserais rationnelles pour être mal et, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, que tu trouves que c'est similaire le parallèle? Alors, je suis pas un spécialiste de la dépression, mais je suis. Alors, par rapport aux anxiolytiques, etc. Enfin bon, je pense que dans des cas de dépression sévère, tu peux pas faire sans médicaments. Mais il y a certainement un problème avec ça en France, c'est sûrement que on prescrit trop d'antidépresseurs, ça, je suis d'accord. Euh, En fait, si tu veux, en psychologie et dans un type de thérapie qui a beaucoup la vogue en ce moment, donc qui sont les thérapies cognitivo et comportementales. Enfin, quand je dis en ce moment, c'est une tendance assez de fond sur une dizaine d'années, on va dire. Euh, on parle beaucoup des pensées, des émotions et des comportements. Et pour moi, ça peut être pertinent de commencer à agir sur le comportement avec la dépression. Par exemple, on peut entre guillemets prescrire à une personne en dépression d'aller, je sais pas, marcher dehors, même si c'est pour faire que 1000 ou 2000 pas, Mhm. parce que c'est un peu casser ce cercle de je sais pas, je suis nul, je fais rien, et du coup je fais rien, et du coup je pense encore plus que je suis nul parce que je fais rien. Et du coup juste on va marcher et on commence à agir sur le comportement plutôt que de commencer à agir sur les pensées euh, pour euh, pour casser le cercle, quoi. Je suis pas sûr que je réponds bien à la question. Euh, Non, mais déjà, c'est moi qui t'ai sorti du fil de base, qui était du coup, bah là, tu te retrouves en troisième année. hmm, Après, voilà, du coup, tu voulais faire le master de psychologue du sport. ouais, T'essayes justement ces techniques sur toi. ouais, Et justement, tu t'en rends compte que certaines sont pas assez efficaces. Et du coup, voilà, bah, reprends à partir de là. ouais. Donc ouais, en gros, je commence à essayer du coup de contrôler mes émotions avec toutes ces techniques issues de la seconde vague des thérapies cognitivo-comportementales que je parlais, de discours interne, Mhm. de relaxation par exemple. Mais effectivement, en gros, alors ça, je dis pas que ça a aucun effet et que ça marche pas, mais c'est pas la meilleure solution. Mais en gros, à ce moment-là de ma vie, je suis là-dessus en gros. Ensuite, du coup, je rentre en master 2 en psychologie du sport et de la performance. Alors j'avais déjà commencé un peu à méditer avant ça, mais je pense qu'à ce moment-là, je comprenais pas exactement pourquoi c'était utile et tous les effets bénéfiques de la méditation de pleine conscience. Mais du coup là, j'entre plutôt dans la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales et donc là, je cherche plus à contrôler mes émotions, je cherche à les accepter telles qu'elles sont. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ça? Ça veut dire que avant une compétition, si j'ai peur, que je ressens du stress, de l'anxiété, euh, j'ai en réalité un contrôle assez limité là-dessus. Alors c'est vrai que je peux essayer de faire de la relaxation pour contrôler
mon émotion. Mais comme on l'a vu avant, c'est assez limité. Et donc, j'ai pas réellement de contrôle là-dessus. Et donc, ce que je dois faire, c'est l'accepter, faire avec. Peut-être même la laisser couler, la laisser repartir comme elle est venue. Un peu comme si j'étais une éponge. Et simplement m'engager dans l'action. Faire le choix de m'engager dans l'action tout en sachant que j'ai peur. C'est avec cet état d'esprit que même en étant stressé et même en ayant peur, tu pourras performer à ton plein potentiel même avec ce stress. Ok. Donc si je dois récapituler, enfin, t'as dit que c'était la troisième vague, mais du coup Ouais. c'est la première, c'était justement d'essayer d'agir sur ses émotions en Ça c'est la relaxant. deuxième deuxième vague. La Vas-y, première je te laisse, vague, tu peux récapituler les trois, ouais, s'il te plaît. la première vague, c'est la vague comportementale. Donc c'était par exemple ce qu'on parlait avant. Ok, bah tu as une dépression, bah va marcher. Tu agis sur ton comportement. Ok. La deuxième vague, c'est la vague comportement pensée, d'agir sur les pensées. Et la troisième vague, c'est d'agir plutôt sur les émotions. D'accord, ok. Donc Mais penser, c'était par exemple modifier son discours interne en se disant je modifie mon discours de je suis nul à je suis fort. ok. Et du coup, la finale, c'était De se centrer se sur les plonger. émotions et sur l'acceptation des émotions. Euh, voilà. Ok, donc pour toi, c'est inévitable en réalité dans un moment de pression de ressentir ces émotions, on va dire qu'on qualifierait de négatives, mais que le mieux c'était de pas essayer de les changer, mais plutôt de les accepter et de voilà passer directement dans le moment présent. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis avec émotions négatives. Parce que justement, quand on est dans cette troisième vague, on réfléchit plus en termes d'émotions positives ou Mhm. négatives, on réfléchit en termes d'émotions fonctionnelles ou dysfonctionnelles. Mhm. Et toutes nos émotions ont une fonction. Donc et toutes nos émotions surtout sont des messages que notre corps cherche à nous faire comprendre. Du coup, si par exemple je suis en compétition et que je ressens de la frustration par exemple parce que mon entraîneur il m'a pas beaucoup fait jouer ou alors parce que l'arbitre il m'a mis une faute alors qu'il n'y a pas faute. Donc déjà il faut avoir la lucidité. En fait ma méthode elle est beaucoup basée sur trois habiletés mentales que je cherche à développer chez les personnes avec qui je travaille. Donc lucidité, acceptation, reconcentration. Je vais revenir dessus. Donc si je ressens de la colère en compétition parce que l'entraîneur il a sifflé une faute et qu'il n'y avait pas faute. Donc lucidité, être capable de ressentir ce qui se passe en moi quand j'ai de la colère. Est-ce que par exemple il y a peut-être un peu plus de tension dans mes avant-bras? Est-ce que dans ma tête il va y avoir est-ce que je vais ressentir peut-être une sensation de chaleur dans ma tête? Et aussi juste être capable de remarquer que je suis en train de m'énerver. Je suis en train de me dire que l'arbitre c'est qu'un con par exemple. Euh, Mhm. donc ça c'est la lucidité. Remarquer ce qui se passe à la fois au niveau de ses pensées et au niveau de son corps. Ensuite acceptation. Euh, alors aussi, enfin plus par rapport pour revenir sur ce que je disais par rapport à les émotions sont des messages. Euh, je remarque qu'il y a ça qui se passe en moi et en fait dès que je ressens une émotion qu'on qualifierait plutôt de agréable, ça veut dire que je suis en train d'assouvir un besoin que j'ai et lorsque je ressens une émotion qui est plutôt désagréable, je suis en train de ne pas assouvir un besoin que j'ai. Alors c'est quoi le besoin que j'ai derrière cette émotion de colère quand euh, quand l'arbitre il me siffle une faute. Je sais pas si t'as une idée, à ton avis, ça peut être quoi le besoin derrière ça? La colère. Le besoin derrière la colère. Le besoin derrière l'émotion. Le besoin qui est pas Hmm. assouvi et qui fait que tu ressens une émotion négative. En vrai, bah, l'intérêt que j'y vois, c'est justement de rectifier un problème, je sais pas, justement pour que tu puisses mieux prospérer, quoi. Ça te donne l'énergie nécessaire pour te battre, on va dire. Ouais, alors là, t'es dans la dernière phase de l'intelligence émotionnelle. T'es dans l'utilisation des émotions. Mais en gros, les 5 phases, c'est identifier les émotions, les comprendre, les réguler, les exprimer, et ensuite, à la fin, les utiliser. Euh, Ok. mais donc déjà là, j'ai parlé de les identifier. Là, on est dans la phase les comprendre.
comprendre c'est quoi le besoin derrière l'émotion. Et du coup, là, le besoin derrière cette émotion de colère, c'est un besoin de justice. Ok, ouais. Besoin que la justice soit résolue. Bon, alors dans ce cas-là, une fois que l'arbitre il a sifflé une faute, on peut pas résoudre la justice. Mais en tout cas, ça nous donne cette énergie pour passer à l'action et potentiellement essayer de rétablir la justice. Alors peut-être que la justice, on peut la rétablir juste en essayant de mieux jouer sur le terrain et de faire valoir un peu notre cause et ce qu'on vaut. Et donc oui, effectivement, là, on peut être dans l'utilisation de l'émotion parce que l'émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de la colère, de la peur, c'est toujours de l'énergie. Et après, bah, l'action, c'est vers où est-ce que tu décides de diriger cette énergie. Mais donc oui, effectivement, la colère, c'est un peu un couteau à double tranchant, mais si tu sais diriger ton énergie vers le bon endroit, ça peut être utile. D'accord. Mais pour toi, c'est seulement dans le cas où t'as besoin justement de rétablir la justice que tu ressens de la colère? Ou cette émotion, elle peut parvenir avec d'autres besoins? Non, ça peut être en lien avec d'autres besoins, mais c'est un besoin assez fréquent, justement, ce besoin de justice derrière la colère. Et là, dans le cas de un arbitre qui siffle une faute, et peut-être même dans le cas de mon entraîneur qui me fait pas assez jouer, bah après, il peut y avoir différents besoins derrière ça, mais là, en tout cas, je vois plutôt du besoin de justice. Après, tout dépend de l'individu, et peut-être que il s'en fout de la justice, et que juste qu'il y a toute sa famille qui est venue le voir en match, et qui veut un besoin d'estime et de reconnaissance de la part de sa famille, en le voyant potentiellement bien jouer. Et que du coup il ressentir de la colère et que dans ce cas-là c'est pas un besoin de justice, c'est plutôt un besoin d'estime, de reconnaissance. Ok. Ça dépend beaucoup des personnes, mais C'était globalement dans l'exemple souvent, précis que t'as donné. ouais, Et, ouais, en et même majorité, quand souvent derrière la colère c'est un besoin de justice. même. D'accord, d'accord. Du coup, vas-y, je te laisse reprendre. Ouais, donc je parlais de mon protocole un peu en 3 étapes. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça vient de la littérature scientifique en psychologie du sport, mais lucidité, acceptation, reconcentration. Donc je suis avant le début de la compétition. Donc ok, je suis lucide, je remarque tout ce qui se passe en moi, dans mon corps et dans ma tête. Les pensées du coup et les émotions et les ressentis corporels en lien avec les émotions. Donc ce que je parlais avant, boule au ventre, main moite, etc. Donc je remarque que j'ai tout ça et je suis lucide là-dessus. J'accepte leur présence. En fait, surtout, j'essaye pas de lutter contre. Pas comme ce qu'on faisait avant dans le discours interne où on essaye de lutter contre nos pensées. Nous, on veut pas lutter contre nos pensées, on veut lutter contre notre adversaire. Ça, c'est important. Euh, donc j'arrête de lutter contre et j'accepte leur présence. Je les ressens et je les accepte. C'est très contre-intuitif, mais c'est très libérateur. Euh, donc j'accepte leur présence. En fait, je dirais même, je ne suis qu'un réceptacle de tout ce que mon corps peut me faire ressentir et je ressens et j'accepte. Et c'est ainsi, c'est comme ça, je fais avec. Et ensuite, donc ça c'était acceptation, c'est la deuxième phase. Ensuite, reconcentration. Je fais le choix de me reconcentrer et de concentrer toute mon énergie et peut-être même toute l'énergie que cette émotion elle véhicule en moi dans mon action. Parce que au final, la seule manière de combattre la peur, c'est de s'engager dans l'action et de faire ce qu'il faut faire, même si ça nous fait peur. C'est un peu ça. Ok. Et à l'inverse, quand on est peut-être un peu plus dans la deuxième vague du coup des thérapies cognitivo-comportementales et de chercher à contrôler l'émotion, bah en fait moi qu'est-ce que je faisais quand j'allais sur le terrain et que j'essayais carrément de faire en sorte de me cacher du ballon lorsque j'étais sur le terrain et de ne pas la recevoir pour ne pas perdre la balle et éviter de montrer mon incompétence, c'est que j'étais dans l'évitement. Et lorsqu'on cherche à contrôler nos émotions, on cherche d'une certaine manière à les éviter. Et ça, c'est vraiment très négatif, ce mécanisme d'évitement de nos émotions, parce que quelque part, on s'envoie le message à nous-mêmes et on s'entraîne pas, j'ai envie de dire, à les gérer, à faire avec et à les accepter. On s'entraîne à les éviter, alors que du coup, comme j'ai dit, nos émotions, c'est des messages que notre corps il nous envoie. Et du coup, si on cherche à les éviter, on reçoit pas le message que notre corps il nous envoie. Lorsque je reçois de l'anxiété, par exemple, si j'ai un examen dans une semaine, ben mon corps il cherche à m'envoyer l'émotion le message que je me sens pas encore assez prêt et que j'ai besoin de plus me préparer pour me sentir prêt. Euh, Hmm. mais si on n'écoute pas nos émotions, ça on peut pas le comprendre. Je vois, je vois. Mais du coup, tu penses que... Bah voilà, ok, c'est intéressant en vrai, mais... parce qu'il y a pas mal de gens, justement, qui... Même, tu vois, je pense à des combattants, par exemple, qui ont des mindsets assez différents par rapport à ça.
il y a ceux qui vont vraiment être détendus avant les combats et qui vont pas ressentir du stress. Et c'est vrai que justement, c'est un peu le discours courant qu'on entend d'essayer d'être détendu, d'essayer de pas stresser. Alors que c'est vrai que le stress, c'est aussi le facteur qui nous pousse à nous bouger le cul et à aller performer. Donc pour toi, c'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait chercher d'atténuer son stress, Non, de pas du vraiment tout. l'accepter. Ouais, Ok. tout à fait. Ok, super intéressant. L'accepter et faire avec. Et c'est ce qui nous permettra de être stressé, ressentir ce stress, mais pour autant être capable de performer à notre plein potentiel. Ok. Alors, si tu veux, on peut considérer que, en fait, en tout cas, en préparation mentale, on considère que performance égale potentiel moins interférence. Donc, c'est-à-dire que nous, on cherche à faire en sorte que les sportifs, ils puissent exprimer leur plein potentiel en retirant les interférences. Et une de ces interférences, ça peut être le fait d'essayer de lutter contre son stress, alors qu'au final, on a assez peu de contrôle là-dessus. Et donc, on peut essayer de lutter contre son stress, mais souvent, au final, on va ressentir que on va se sentir assez démuni parce qu'on lutte contre nos stress, on n'arrive pas à le supprimer. Et au final, on se sent un peu démuni et en Mhm. perte de moyens, quoi. Et donc, vu qu'on a assez peu de contrôle sur nos émotions, c'est plus pertinent de les accepter. Ouais, c'est vraiment en fait là, c'est intéressant parce que là, je fais vraiment le parallèle direct avec la pleine conscience ou la méditation. Mm. Parce que tu vois, moi, j'en fais depuis un petit moment, depuis à peu près 1 an. Ok. Et c'est vrai que quand tu t'y connais pas, tu penses que la pleine conscience, la méditation, c'est justement le fait d'essayer de penser à rien, Mhm. de se relaxer et justement de lutter contre ses pensées. Mais justement, en me renseignant, bah voilà, j'ai appris qu'au contraire, fallait justement, bah voilà, laisser passer. On te conseille plutôt de laisser passer ses pensées, Exactement. de te reconcentrer, Exactement. plutôt que d'essayer de les bannir. Donc là, en vrai, c'est exactement la même chose. Ouais, tout à fait. Souvent, effectivement, les gens ils disent que la méditation c'est ne penser à rien, alors que c'est tout l'inverse. La méditation c'est ne penser qu'à une seule chose à la fois. Avant, je te parlais de lucidité, acceptation, reconcentration. C'est exactement ce qu'on fait et les habiletés mentales qu'on entraîne avec la méditation de pleine conscience. Lucidité, je prends conscience de mes pensées ou éventuellement même de mes ressentis corporels, c'est une partie de mon corps qui me démange. Acceptation, je les accepte et je les laisse passer en les ramenant gentiment vers la sortie et je décide de me reconcentrer sur mon objet attentionnel. Généralement en méditation, l'objet attentionnel ça peut être la respiration, mais ça peut être peut-être les sensations corporelles, ça peut être peut-être les bruits que j'entends dehors, etc. Mhm. Mais est-ce que pour toi, du coup, le fait de pratiquer cette pleine conscience, c'est utile une fois qu'on performe dans le moment réel, ou le mieux c'est de le faire dans le moment réel? Bah, en fait, c'est ce qui va nous entraîner et nous permettre de le faire lorsque on performera dans le moment réel. Ok. Donc pour toi, il y a vraiment le lien qui se fait entre les deux, là, Ah, on va mais dire l'entraînement et... 100%, ouais. Et donc, bah voilà, je t'avais demandé justement avant le podcast ce que tu pensais des affirmations positives, mais du coup, tu t'inscris vraiment en opposition par rapport à ça, ou c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, je suis tout à fait en opposition à ça. Et bah, c'est un peu ce que je te disais avant. Je pense que c'est se créer une fausse confiance en soi qui peut du coup être utile sur le court terme, mais qui est très néfaste sur le long terme parce qu'on est en train de détruire notre estime de soi en, en se faisant croire que on a besoin de se mentir à nous-mêmes pour être confiant. Ok, mais euh, en fait, je connais pas mal de gens qui justement arrivent bien à se mentir à eux-mêmes. Ouais. Et tu vois, moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un, on va dire, d'assez rationnel, sans trop non plus en étant modeste, on va dire. Mais justement, j'ai des potes qui, grâce à leur irrationalité, se rendent pas compte de leur incompétence et ça leur permet de justement parfois mieux performer. Ouais. Je sais pas si j'ai été assez clair. Ouais, tout à fait. Ça me fait, enfin, tu sais, avant en off, on parlait un peu d'un livre que j'ai écrit sur les biais cognitifs. Donc ça me fait penser à un des biais cognitifs qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, Mhm. où en gros, moins on en connaît sur un domaine, plus on va penser plus on aura confiance en nos capacités dans ce domaine et on va penser qu'on connaît tout en fait. Et plus on en apprend sur un domaine, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Ouais, bah, c'est exactement ça, en vrai, hein. Et tu vois, même justement, si moi, j'ai pratiqué pas mal de sports de combat, et en fait, je me suis rendu compte que
tu vois, avant, justement, j'avais une confiance en moi dans ce domaine qui était complètement, voilà, on va dire supérieure à la réalité. Mhm. Et en fait, quand tu commences à pratiquer, tu te rends compte qu'en fait, t'es nul et il y a des gens, tu vois, avec des physiques beaucoup plus légers que toi ou des gens que tu penses que t'aurais dominé, justement, dans ce type d'exercice qui, en vrai, sont beaucoup plus forts que toi parce que, voilà, Mhm. bah, soit ils pratiquent depuis plus longtemps, soit ils ont plus de talent, peu importe. Mais justement, tu vois, ça a un peu réduit mon estime de moi dans ce domaine. Mais j'ai justement des connaissances qui, eux, n'ont jamais pratiqué et pensent, tu vois, que s'ils devaient faire un combat de tel sport avec telle personne, pourraient les prendre. Mhm. Et du coup, je pense que c'est pas une bonne chose, entre guillemets, d'être irrationnel par rapport à ça et justement de pas se rendre compte réellement de son niveau de compétence. Oui, non, je pense que c'est pas une bonne chose de pas être rationnel. Je pense que le mieux, c'est que ta confiance soit le plus proche possible de ton niveau réel. Ok, ok. Du coup, t'as écrit 3 livres sur la préparation mentale Mhm. et t'as écrit aussi un livre sur les biais cognitifs. Mhm. Et pourquoi avoir écrit ce livre, du coup? Ouais, bah, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, je dirais, dans mes études de psychologie, les biais cognitifs, de se rendre compte que notre algorithme, notre cerveau, pardon, c'est un algorithme mal codé. Alors pourquoi je dis que c'est un algorithme mal codé? Parce que il va faire un peu des erreurs tout seul. Si tu veux, je peux peut-être faire un petit test avec toi. Vas-y. Ok, alors attends, je vais essayer de trouver. Là, j'ai mon livre, juste là. Je vais essayer de trouver euh, un exemple. Voilà, c'est ça. Alors, si je te dis que une raquette de tennis et une balle valent au total 5,10 €, que la raquette coûte 5 € de plus que la balle, combien coûte la balle? Alors, la raquette coûte 5 € de plus que la balle. Ouais, Et la raquette et la balle ensemble coûtent 5,10 €. exactement. Là, je sais qu'il y a un piège, tu vois. Du coup, Ouais, je méfie. Mais je l'ai déjà entendu en plus, ce type de problème, mais c'est pas pour autant que je m'en souviens. ouais. Bah, forcément, logiquement, j'aurais envie de te répondre que la balle coûte 10 centimes. Mhm. Mais, bah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Alors, donc ouais, effectivement, normalement, t'es tenté de répondre que la balle coûte 10 centimes. Pourtant, en fait, la balle, elle coûte 5 centimes parce que le total coûte 5,10 € et la raquette, elle vaut 5 € de plus que la balle. Donc en gros, la balle, elle vaut 0,05 € et la balle et la raquette, elle vaut 5,05 et le total, ça fait 5,10. Euh, Ok, ouais. Tu comprends? C'est bon, je l'ai, ouais. Mais effectivement, en gros, si tu veux, dans notre cerveau, il y a un peu deux systèmes. Bah, il y a un livre qui est connu à ce niveau-là qui s'appelle Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Et donc, ouais, dans notre cerveau, il y a un peu deux systèmes. Le système 1 qui est fait pour penser de manière rapide, euh, mais du coup qui se trompe de temps en temps. Et donc là, je pense que si t'aurais eu... là, t'étais plus en système 1. Mais si jamais tu aurais eu les informations posées par écrit devant toi et que tu aurais eu le temps d'y répondre, tu serais plus passé en système 2 plus lent et analytique. Et là, tu aurais sûrement trouvé la bonne réponse à la question. Mhm. Mais donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. Et quand on répond assez rapidement, sans réfléchir, on est dans le système 1. Et du coup, c'est bien parce que c'est rapide, mais c'est pas bien parce que ça peut nous faire des erreurs. Et le système 2, il est bien parce que il fait assez peu d'erreurs, mais il est pas bien parce qu'il est lent. Et si je dois faire un parallèle entre ça et le sport, dans le sport, nous, on veut vraiment être en système 1, rapide, intuitif et automatique. On veut pas réfléchir, cogiter. En fait, on veut agir, on veut pas réfléchir dans le sport. Donc, il faut plutôt qu'on soit en système 1. Mais par exemple, moi, dans le passé, quand j'ai vécu ce que j'ai raconté au début du podcast, j'étais vraiment dans le système 2. J'étais en train de réfléchir. Dès que j'ai la balle, je me demandais, ok, est-ce que je dois faire la passe à gauche, à droite j'étais dans le système 2, quoi, au lieu d'être dans le système 1. Du coup, la méditation de pleine conscience, justement, ça nous entraîne à pouvoir passer plus dans ce système 1 et être plus en mode automatique, j'ai envie de dire. Ok. Mais tu vois, si par exemple, je m'entraîne et justement, je vais apprendre l'aspect technique, on va dire qu'il va me faire passer en système 2. Par exemple, un Ouais, combo. ouais, ouais. Bah, une fois que je vais repasser en système 1, tu vois, c'est vraiment pas dit que je vais réussir à l'inclure justement dans mes combats en vitesse réelle parce Mhm. que bah, je me serais pas, je sais pas, habitué ou justement j'aurais pas le temps de réfléchir et je vais faire ce qui me paraît le plus Ouais, naturel. ouais.
Il y a une phrase que je dis souvent, c'est entraînez-vous comme un être humain, performez comme un animal. Donc effectivement, quand t'es à l'entraînement, t'es en système 2, tu t'entraînes comme un être humain, assez lent, tu apprends le mouvement et tu le répètes plein de fois pour qu'il devienne de plus en plus automatique et qu'il puisse, j'ai envie de dire, passer dans ton système 1. Mais en gros, il faut que le geste il soit automatisé et répété beaucoup de fois et dans différentes situations, etc. Pour qu'il puisse passer dans le système 1 et que tu puisses le faire presque sans réfléchir en réponse à une situation donnée. Je sais pas, alors je suis pas un expert en sport de combat, mais je sais pas si par exemple tu sais que lorsque ton adversaire il a son bras droit je sais pas en dessous de ton bras gauche, je dis n'importe quoi, mais tu sais Non, que c'est... lorsqu'il y a ça qui se passe, tu dois je sais pas faire telle prise de soumission. Mhm. Et le but c'est que tu répètes cette situation beaucoup de fois à l'entraînement pour que ça devienne automatique et que en match ensuite en compétition dès que il y a ce bras gauche en dessous du bras droit ou je sais plus ce que j'ai dit qui arrive, tu dois faire telle prise de soumission. Ok, ok, donc bah t'as bien répondu, donc faut pratiquer assez de fois pour que justement ça Ça devient passe automatique. d'un système à l'autre. Ouais. Ok, bah super intéressant. Mais du coup, ouais, pourquoi Pourquoi le livre donc sur ce les livre? cognitifs? Ouais. Ouais, tu m'as dit parce que déjà c'était un sujet qui t'intéressait. Ouais, c'est un sujet qui m'intéressait. Après, bon, je vais être honnête, hein, j'ai remarqué qu'il y avait un peu un manque là-dessus sur Amazon et que donc Mhm. je pouvais répondre à la demande du marché, on va dire. Mais ouais, aussi vraiment, c'est un sujet qui me passionne et donc voilà, en gros, si tu veux, j'ai un peu actuellement deux séries de livres. Donc ma série de livres sur les livres sur la psychologie du sport et alors une autre série qui pour le moment il y a que ce livre-là sur la psychologie de manière un peu plus globale. Pour le moment, je compte développer la série sur les livres sur la psychologie du sport, mais plus tard, c'est pas impossible que je revienne sur la série de livres sur la psychologie un peu plus globale. Ok, ok. Donc celui-là, du coup, il ferait partie de ta série un peu plus globale. Ouais, c'est ça. D'accord, mais du coup, est-ce que tu fais un lien entre quand même la psychologie du sport et les biais cognitifs? Bah, j'en fais un comme je viens de t'en parler là. Mais dans mon Mhm. livre sur les biais cognitifs, non, je parle de biais cognitifs plus globalement. D'accord, d'accord. Et pour toi, s'il y a un biais qui nous dessert plus que les autres, tu vois, juste pour Ouais, donner ouais, ouais. un petit bout, voilà, du livre qui Ouais, donnera peut-être envie aux ouais. auditeurs de se le procurer. Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'on est assez peu conscient de nos biais cognitifs, et même si on a des connaissances sur les biais cognitifs, c'est assez difficile de remarquer chez nous c'est quoi les biais qui sont présents. Après, il y a du coup certains êtres humains qui sont plus sensibles à certains biais et d'autres à d'autres. Mais j'ai envie de dire que la meilleure manière au final pour comprendre quels sont les biais cognitifs auxquels on est soumis, c'est qu'une autre personne qui ait une bonne connaissance sur nous et sur les biais cognitifs puisse nous observer pour nous dire quels sont les biais auxquels on est victime, donc c'est pas forcément facile. Mais sinon, ouais, être assez conscient de soi-même et de ses modes de raisonnement, et du coup, la méditation de pleine conscience, vu que ça aide à ça, ça peut aider à comprendre, ok, quels sont les biais cognitifs auxquels je suis soumis. Mais donc, ouais, un biais auquel, pour moi, alors là, c'est pas du tout un truc scientifique, c'est vraiment plutôt mon expérience et mon empirisme qui me fait dire ça. Mais j'ai Mhm. l'impression que le biais de confirmation, c'est un biais auquel beaucoup d'êtres humains sont soumis. Donc le biais de confirmation, c'est le fait de soi-même confirmer une croyance préexistante. Par exemple, si jamais je rencontre une personne et que avant ça, mon meilleur ami, par exemple, m'a dit ah tu verras lui c'est vraiment un hypocrite. Je vais chercher chez cette nouvelle personne que je rencontre et que je ne connais pas tout ce qui va pouvoir confirmer ma croyance préexistante comme quoi ce serait un hypocrite. Ouais, Et donc je vais pas avoir un avis rationnel sur la personne parce que du coup, dès que je vais voir des éléments, c'est ce qu'on appelle un peu des stimuli ambigus, des éléments que je sais pas vraiment comment les interpréter, je vais essayer de les faire tendre vers ma pensée que c'est une personne hypocrite. Et du coup, je vais voir en lui une personne hypocrite alors que c'est peut-être pas du tout le cas. et du coup, pour toi, le meilleur moyen de d'échapper à ces biais-là, c'est d'en être le plus conscient, c'est ça? Ouais, bah alors c'est difficile d'échapper à ces biais cognitifs, mais ouais, je dirais que c'est d'être le plus conscient de nos mécanismes de pensée et de essayer de mettre voilà de la lucidité sur nos pensées Hmm. pour remarquer quand est-ce qu'on est en train de penser de manière biaisée ou pas. Ah, c'est vrai que c'est compliqué, hein, surtout pour celui que tu viens d'expliquer, le biais de confirmation, bah justement, je le connaissais. Et des fois, je me pose la question, est-ce que là, j'essaie pas juste de confirmer Mhm, mon hypothèse de base? mhm.
Mais ouais, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment dur Mhm. de l'empêcher, quoi. Ça se met en place automatiquement Ouais, et voilà, comme tu as expliqué, c'est quelque chose d'instinctif et du coup, ouais, c'est vraiment dur de s'en rendre compte. ouais, ouais, je suis d'accord, Mais hein. ok. Du coup, ouais, c'est quand même, bah, je vais revenir sur ce point parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que j'entends souvent le contraire de gens qui disent que voilà, avoir une pensée rationnelle, ça nous dessert plus que ça nous sert. Mais toi, du coup, pourquoi tu penses qu'avoir une pensée rationnelle, ça nous servirait plus? Surtout pour le sport où, tu vois, on a quand même besoin d'avoir beaucoup de croyances. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand on est rationnel, on a tendance à plus tendre vers le fait de se dévaluer que le fait de se surévaluer. Et c'est vrai que c'est quand même voilà, bien admis dans la mentalité des gens que bah, de se mettre en confiance et de se surévaluer, ça va te permettre de mieux performer. Alors, déjà, si t'es rationnel, tu ne te dévalues pas. Tu t'évalues à ton juste niveau. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se dévaluent. Ouais. Mais justement, je dirais que c'est quand même impossible d'être rationnel, surtout par exemple, je sais pas, bah, je vais reprendre l'exemple de sport de combat. Tu vois, il y a les statistiques qui vont dire que tu as plus ou moins de chances à gagner, par exemple, à partir desquelles vont être évalués les codes de paris. Mhm. Donc voilà, avec nos connaissances, c'est ce qui est le résultat le plus rationnel, mais en même temps, c'est quand même soumis à plein de facteurs qu'on peut pas contrôler, tu vois. Mhm. Donc ça serait quoi pour toi une approche rationnelle pour vraiment évaluer son niveau? Ou même si par exemple je dois donner, je sais pas, une présentation devant plusieurs personnes, tu vois comment, et justement bah j'ai trop d'anxiété parce que moi je me juge pas pas au niveau et parce que voilà, je suis sûrement peut-être pas au niveau, mais comment on évalue justement rationnellement son niveau de compétence? En fait, je dirais que un des problèmes par rapport à ça, c'est que souvent les personnes, et même les sportifs, ouais, ils se fixent des objectifs de résultats plutôt que des objectifs d'effort ou de processus. C'est-à-dire que, alors je vais prendre mon exemple en tant que basketteur. Souvent, les basketteurs, ils vont dire, OK, j'aimerais bien mettre, je sais pas, 8 points, 10 points, 15 points dans le match-là. Alors que c'est quelque chose sur lequel il y a assez peu de niveau de contrôle parce que ça se trouve, je vais être défendu par le meilleur défenseur adverse. Euh, et du coup, il faudrait plutôt se concentrer sur le processus, c'est-à-dire euh, quel effort je vais mettre dans le combat, dans mon match, euh, et du coup reprendre une forme de contrôle sur la situation. Alors, je suis pas sûr de bien répondre par rapport à la rationalité, mais en tout cas, je sais que je réponds bien par rapport à Non, ce que c'est pas mal, en vrai, c'est un bon indice, ouais, du coup, voilà, dans tous les cas, justement, tu me dis que vu qu'il y a certains facteurs qu'on peut pas contrôler, le mieux, c'est juste voilà, de se concentrer sur c'est ce sur qui est quoi nous on contrôlable. contrôle exactement. Mais c'est quand même, tu vois, je vois quand même un petit paradoxe qui est souvent, bah, dans les sports, ce qui compte, c'est quand même, voilà, le résultat Mhm, final. mhm. Tu vois, si par exemple, tu rates ton penalty ou tu rates ton lancer franc, c'est là que les gens vont t'en vouloir et comment justement tu places un objectif de, enfin, pas de résultat, mais justement De processus. Ouais. ouais, de processus par rapport à ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu un problème des objectifs de processus, c'est qu'ils sont pas forcément faciles à chiffrer. Peut-être que ça peut être plus juste une auto-évaluation de OK, est-ce que j'ai l'impression d'avoir donné le maximum de ce que je pouvais faire, même si j'ai pas performé à mon meilleur potentiel. Est-ce que en termes d'effort, en termes d'attitude, de concentration, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, ou est-ce que j'aurais pu m'améliorer sur justement sur ces points-là, attitude, effort, concentration. Euh, mais par exemple, justement, là, par exemple, tu me disais, penalty, c'est pas pareil parce que du coup, il y a un gardien et du coup, il y a ce phénomène qu'on contrôle pas. Mais par exemple, réussir à lancer franc, là, c'est quelque chose qui ne dépend plus que de nous. Donc là, on sort un peu du côté résultat, gagner ou perdre. Parce que gagner ou perdre, bah, il y a l'adversaire et ça se trouve, on va faire le meilleur match de notre vie, mais on va quand même perdre parce que l'adversaire, pour une raison X ou Y, il a été encore meilleur que nous ce jour-là. Euh, Ok, ouais, je vois. Je vois, mais même dans un lancer franc, il y a quand même des facteurs, tu vois, que tu soupçonnes pas et qui dépendent pas forcément de ton niveau d'effort. mhm, Si par exemple, t'es fatigué, on va dire que, ouais, voilà, je sais pas, t'as une mauvaise nouvelle, t'as pas dormi et t'es fatigué. Toi, tu donnes ton maximum pendant le match, ton ouais, maximum d'intensité, ouais, mais il y a quand même d'autres facteurs qui vont influer sur ta performance. ouais. Et ben l'objectif c'est juste de donner tout ce qu'on peut donner et puis si on réussit tant mieux, si on Ok. réussit pas tant pis.
Euh, mais justement, on a un contrôle plus limité là-dessus que sur notre niveau d'effort. Et donc, on se fixe des objectifs par rapport à ce qu'on contrôle, donc notre niveau d'effort. Mais oui, Du coup, effectivement, dans le sport, tout nous ramène toujours au résultat. Mais l'intérêt de la préparation mentale et même de la méditation, je dirais, c'est d'apprendre à diriger notre attention là où on souhaite la diriger. Tout va toujours nous ramener au résultat, à l'ego, à gagner ou perdre. Et nous, notre objectif, c'est de remarquer que notre attention, elle va vers là, accepter qu'elle va par là, et ensuite la rediriger vers ce vers quoi nous, on souhaite la diriger, c'est-à-dire le processus, l'effort, l'attitude, la concentration. ok, bah super, ouais, je, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal comme approche à suivre. Mais toi, du coup, tu préconises plus de... Enfin, tu préconises le fait, on va dire, de bannir les objectifs de résultats ou de cumuler les objectifs de processus et de résultats ou... C'est mieux de les Ou cumuler justement, je sais pas. parce que ces objectifs de résultat ou d'ego, ils restent une source de motivation en soi. C'est pas la source de motivation la plus saine, mais ça reste une source de motivation, donc on la prend. Donc on les garde et ça donne un peu un cap final. Je sais pas, par exemple, être sélectionné 80% du temps avec l'équipe 1 cette saison, bah ça dépend pas de moi, ça dépend de l'entraîneur, de ce qu'il va penser. Mais ça donne un peu un cap final vers lequel me diriger. Mais je sais que pour atteindre tout ça, je dois me centrer sur attitude, concentration, effort. Je dois être présent à au moins 95% des entraînements de la saison. Je dois aller courir 2 fois par semaine, etc., etc. Donc là, on se reconcentre plus sur le processus. Ok, ok, donc ouais, cumuler les deux. Ouais. Et du coup, vu que tu as mentionné la motivation, j'ai vu que tu avais aussi pas mal écrit par rapport à ça. Mhm. Est-ce que tu pourrais me dire, voilà, c'est ton rapport à la motivation, si tu avais des bons conseils justement par rapport à ça, ou quelle est ta vision justement de la motivation? Ouais. Bah pour moi, en tout cas, si je dois me centrer par rapport au domaine du sport, mais ça peut marcher quand même sur pas mal d'autres trucs. Le problème, c'est, bah, ça fait pas mal le lien avec tout ce qu'on vient de parler, c'est que les gens on trouve souvent une motivation qui n'est pas la plus saine, dans le sens où, alors bon là, je vais utiliser un peu encore une fois des termes de psycho, mais ils ont une orientation motivationnelle centrée plus vers l'ego que vers la tâche. Donc ils sont pas là pour donner le maximum d'eux-mêmes et suer au possible. Ils sont plutôt là pour gagner, pour remporter le match ou le combat dans les sports de combat. Euh, Après, sinon, pour se concentrer plus sur la motivation globalement, on va dire. Alors c'est bateau et tu l'as peut-être déjà entendu plein de fois, mais pourtant c'est vrai. C'est juste savoir pourquoi est-ce que t'es là, quoi. Connaître Mhm. son pourquoi. Ok. Non, c'est vrai, bah, de toute façon, les bons conseils reviennent souvent. Ouais. Puis, il y a toujours des gens qui n'y pensent pas, surtout, voilà, si t'es pas trop renseigné sur ces milieux-là. D'ailleurs, est-ce que ça a un nom, ce biais? Tu vois, justement, quand on apprend sur un domaine, genre, c'est super facile d'oublier à quel point, tu vois, t'étais ignorant il y a quelques temps et justement, bah, qu'il y a des gens dans cette situation aussi. Je sais pas si t'as compris. Ça a sûrement un nom. Comme ça, je l'ai pas, mais ça a sûrement un nom. Ok, ok. Donc, pour toi, voilà, pour la motivation, un bon conseil, c'est d'avoir son pourquoi. Ouais. Et essayer bah, c'est ce qu'on parlait avant, quoi, d'orienter son attention plus vers la tâche, l'effort, la concentration, que vers ce vers quoi notre esprit aura souvent tendance à nous ramener, parce que la société, de manière globale, est assez orientée vers ça, vers les Mhm. résultats, gagner, perdre, etc. Je vois. Mais un petit point aussi que j'avais souligné, je crois que dans un de tes articles, t'avais dit que méditer justement avant une compétition, c'était pas une bonne idée. Ouais. Pourquoi? Alors, j'ai un petit peu évolué là-dessus, mais je sais pourquoi je disais ça à l'époque. Vas-y. Euh, Parce que avant une compétition, je pense que c'est plus pertinent de faire une imagerie mentale. Enfin, en tout cas, je pensais. Je pense que ma pensée n'est pas encore à 100% clarifiée là-dessus, mais je pense que les deux peuvent être pertinents à l'heure actuelle. Je pensais que c'était plus pertinent de faire de l'imagerie mentale pour revoir un peu les gestes qu'on va faire et peut-être augmenter un peu son niveau d'automaticité, justement, être plus dans le système 1 que dans le système 2, en ayant peut-être un peu plus confiance en les gestes qu'on va pouvoir faire, et aussi ouais, en revoyant des situations de jeu, en voyant par exemple, je prends une situation de basketball, ok, s'il est lié, qui est avec moi, qui a la balle, il commence à
partir vers la ligne de fond, alors je dois moi aussi aller vers la ligne de fond. Enfin voilà, rajouter de l'automaticité et se mettre un peu dans la situation qu'on va vivre par la suite pour l'anticiper et se sentir plus prêt à l'affronter et rajouter de l'automaticité là-dedans. Euh, Par rapport à l'image mentale, on n'en a pas encore parlé. Justement, ouais, j'allais te dire, comment tu définirais l'imagerie mentale? L'image mentale, c'est ce truc, enfin, je pense que les gens, ils comprennent assez bien ce que c'est intuitivement. Il y a beaucoup de sportifs, d'ailleurs, qui, sans forcément avoir travaillé avec un préparateur mental, font de l'image mentale. Mais oui, en gros, l'image mentale, c'est ce fait de utiliser tous les sens possibles, pas uniquement la vue, mais utiliser, donc la vue, le toucher, l'ouïe, et même si je vais plus dans les détails, au niveau du toucher, par exemple, je peux ressentir, ok, la force de à quel point, par exemple, ma main, elle tient ma raquette, mais je peux aussi ressentir la chaleur, le froid. Donc voilà, vraiment ressentir vraiment tous les sens possibles. Une action qu'on va faire ou même qu'on a déjà pu faire par le passé ou même quelque chose de totalement imaginaire. Euh, Revivre les actions ou en inventer mentalement et les revivre sous un maximum de sens possible. C'est ça l'image mentale. Ok, moi je connaissais un petit peu la technique, on va dire, de la visualisation. Mhm. Est-ce que c'est différent de Non, ce c'est que je ça. viens de Mais du décrire? coup, visualisation, plutôt en tout cas en termes de définition, c'est censé être uniquement avec le sens de la vue, alors que dans l'image mentale, on veut utiliser tous les sens, ou en tout cas un maximum de sens possible. Parce que forcément, gustatif, c'est assez difficile à convoquer dans des images mentales, notamment en lien avec le sport. Peut-être le goût du sang dans la Ouais, bouche peut-être, ouais. quand tu cours Ouais, ou... ouais. D'accord, d'accord. Aussi, ouais, pourquoi est-ce que tu penses que cet aspect est assez peu connu relativement à justement à l'aspect technique sur lequel on se concentre souvent, mais on se concentre pas souvent, en tout cas de mon point de vue, sur l'aspect mental de la performance. Et déjà, je vais te demander si tu étais d'accord avec ce constat et pourquoi tu penserais ça du coup. Ouais, clairement, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est quand même un domaine qui est en essor, selon moi. Mais beaucoup de choses, hein. Après, il y a un peu ce truc que c'est invisible. Et du coup, je sais pas, on pense que si c'est invisible, vu qu'on voit pas, on a du mal à percevoir les résultats de manière tangible. Où on a l'impression de pas trop travailler si on fait des trucs qui sont pas 100% visibles. Enfin, je veux dire, si jamais tu rentres dans un gymnase ou dans un, je sais pas comment vous appelez ça en sport de combat. Mais Ouais, bah ça dépend, ça peut être un dojo, un voilà, dans un gymnase. dojo ou un gymnase et que tu vois tout le monde qui est en train de méditer, peut-être que tu te dis ah bah eux ils sont pas vraiment en train de travailler super dur, ils vont pas beaucoup progresser. Euh, Alors que pourtant ça peut être tout aussi utile, voire même plus utile. Donc ouais, déjà il y a ce côté un peu visuel où il y a un manque de visuel, j'ai envie de dire. Après il y a un peu aussi ce côté macho, j'ai envie de dire, dans le sport où penser un peu, voilà, on peut dire arriéré. Parce que déjà il y a aussi un peu beaucoup ce truc de ok ben moi quand j'étais enfant mon entraîneur il faisait comme ça donc maintenant que moi je suis entraîneur je vais faire de la même manière et on n'évolue pas beaucoup. Mhm. Euh, et ouais aussi un peu ce truc de ok ben ça c'est pour les faibles, moi j'en ai pas besoin. Donc ouais beaucoup de raisons qui font je pense que le mental n'est pas encore à la place à laquelle il devrait être aujourd'hui, même si ça c'est en progression. Et pour toi, tu trouves ça tout aussi utile, plus utile, ou peut-être voilà, moins utile, ou comment tu placerais ça? En fait je pense que le mental c'est un peu comme un cadenas. Et donc ce cadenas, il peut être verrouillé ou déverrouillé. Dans mon exemple de quand j'étais jeune dans le basket, là mon cadenas il était verrouillé. Donc ouais là j'avais le point sur lequel j'avais le plus à travailler pour progresser, c'était le mental. Il fallait que je déverrouille mon cadenas pour pouvoir performer à mon plein potentiel. Maintenant, lorsque le cadenas d'un sportif il est déverrouillé, bon c'est assez schématique, hein. Des fois il peut être plus ou moins Mhm. verrouillé, etc. Mais lorsque le cadenas d'un sportif il est verrouillé, le mental c'est pas le point sur lequel il a le plus à progresser. Et je sais pas si dans son cas il doit le plus progresser sur physique, tactique, technique, mental. Euh, mais voilà, en gros, donc ça dépend, j'ai envie de dire, de là où en est le sportif. Mais en tout cas, si le cadenas est verrouillé, ça peut totalement le bloquer. Si le cadenas est déverrouillé, c'est pas forcément le point sur lequel il a le plus à travailler, même si ça reste toujours un point pertinent. Ok, bah super réponse, merci. Bah je vais te poser une dernière question. Ça serait
Du coup, comment gérer une grosse défaite, voilà, on va dire un échec, par exemple perdre une compétition ou se faire humilier dans un match. Voilà, et on se sent vraiment affecté par cette défaite. Ça serait quoi pour toi quelques conseils à donner justement pour se remettre rapidement sur le bon chemin et Ouais, pas trop ruminer là-dessus? ouais. Euh, Alors ça va beaucoup dépendre de ce que tu auras fait en termes de pratique mentale, j'ai envie de dire, par le passé, et notamment de ta capacité d'acceptation. L'acceptation, c'est vraiment un maître mot un peu. Je pense qu'on l'a peut-être compris en écoutant tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais en gros, donc l'événement, il est passé. Est-ce que tu peux y changer quelque chose? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Tu peux rien y faire. Donc la seule chose que tu auras à faire par rapport à ça, c'est d'accepter ce qui s'est passé, aussi dur que ça puisse être, et te demander, ok, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux changer pour que ça se reproduise différemment la prochaine fois, et te mettre à l'action et retourner à l'entraînement pour travailler là-dessus. Mais ça va beaucoup dépendre en gros Ok. de ta capacité d'acceptation. Je trouve que ça ressemble pas mal quand même à tout ce que tu m'évoques, à la philosophie des stoïques, Ouais, des stoïciens. ouais. T'es assez familier de ça Ouais, ou je connais. c'est juste que ça se rencontre? Alors il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. Euh, mais en tout cas, surtout par rapport à ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle, c'est un truc Mhm. qui est très présent dans la préparation mentale. D'accord. Et c'est quoi les trucs que t'aimes moins, par curiosité? Bah, c'est que eux, ils peuvent avoir tendance à être un peu dans le contrôle des émotions plutôt que leur acceptation. Mais en tout cas, ils sont beaucoup sur la dichotomie du contrôle, et du coup, savoir qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. Ce que je contrôle pas, je le laisse. Et ce sur quoi j'ai du contrôle, j'agis dessus. Mhm. Mais justement, ce sur quoi eux, ils contrôlent pas, ils sont pas dans l'acceptation de la chose. Ils sont dans la suppression. Et c'est très différent. Même si on pourrait Ouais. ne pas penser comme ça. Supprimer, c'est mettre de côté, passer le coup de balai dessus. Alors que accepter, c'est je sais que ça s'est passé, et c'est pas un processus passif comme la résignation. L'acceptation, c'est un choix actif de se dire ok, ça s'est passé, et je fais le choix de me dire que je suis en paix avec ça, et que je peux faire avec. Ok. Du coup, je pense à un truc, justement, je crois que c'était d'Épictète, qui disait qu'on pouvait choisir. Enfin, par exemple, voilà, il m'arrive un événement, Mhm, je sais pas, par exemple, la mort de ma mère, mhm. et qu'on pouvait justement, enfin, l'événement, il se passe, mais en soi, les émotions que je ressens par rapport à cet événement, c'était moi qui choisissais de les avoir, parce que dans d'autres cas, il y a d'autres personnes qui ne ressentaient pas ces émotions-là. Et que du coup, je pouvais choisir de ressentir autre chose. Et de me dire, bon, bah, justement, voilà, la dichotomie du contrôle, je peux pas contrôler cet événement, c'est fait. Et puis, voilà, je passe à autre chose, par exemple. Et du coup, ça, tu le placerais dans le fait de ne pas accepter ces émotions? Plutôt, ouais. Enfin, c'est assez normal et naturel de ressentir de la tristesse quand ta Mhm. mère elle meurt. Ouais, je Euh, suis d'accord. et donc, je suis d'accord pour dire qu'on peut avoir un certain niveau de contrôle sur nos émotions, mais ce niveau de contrôle est en réalité assez limité. C'est pour ça qu'il vaut mieux les accepter. Et que si tu ressens de la tristesse quand ta mère elle meurt, bah ok, tu vas peut-être te dire ok, non, il faut pas que je sois triste. Mais 5 minutes après, tu vas de nouveau être triste, quoi. Parce que Mhm. tu peux essayer de contrôler tes émotions quand elles sont présentes, et encore ton contrôle il est assez limité, mais tu contrôleras jamais la survenue de tes émotions, quand est-ce qu'elles vont apparaître et pourquoi. Et donc c'est pour ça que lorsque tu ressens de la tristesse, tu peux essayer de la balayer, de la supprimer, de la mettre de côté, mais 5 minutes après, elle va revenir parce que entre guillemets, elle n'a pas été traitée. Ouais, je vois. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces réponses, c'était super intéressant. Avec plaisir. Et est-ce que du coup, bah voilà, je sais que t'écris un livre en ce Ouais. moment. Est-ce que voilà, bah tu peux nous parler de tes futurs projets, un petit peu ce qui se prépare? Ouais, bah là, ouais, je suis en train d'écrire un livre sur la méditation en sport, et du coup les apports de la méditation dans le sport de manière globale. Je pense qu'il devrait sortir début novembre, donc toujours sur Amazon, comme tous mes livres qui sont auto-édités sur Amazon. Après, dans le futur, je sais pas, j'ai peut-être une prochaine idée de livre de préparation mentale plus pour les enfants et les adolescents, à voir. Mais ouais, en Mhm. tout cas, je sais que là, je suis en train de travailler sur ce livre sur la méditation.
Ok, ok. Bon, bah, je mettrai tout ça sûrement dans la note de podcast et dans la description. Merci encore pour le temps Merci, que avec tu m'as plaisir. accordé et que tu as accordé à l'audience. Aussi, Et voilà, du coup. aussi peut-être pour les personnes qui sont intéressées en note de podcast, tu peux mettre peut-être là où je suis le plus actif en ce moment, c'est sur LinkedIn et aussi toujours ma newsletter. Et sinon, on peut aussi juste trouver tout ça sur mon site sportmental.fr. Ok, ok. Bon, bah, je mettrai tout ça. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine. Salut, salut.